Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Kero, présentent Germania de Harold Gilbers, interprété par Xavier Thiam. Dimanche 7 mai 1944. Ils viennent me chercher. Cette pensée lui traversa l'esprit comme un éclair. Instinctivement, Oppenheimer tira sa couverture jusqu'au menton, en songeant aux conséquences que cela impliquait. Trop tard. Le visiteur importun se trouvait déjà dans sa chambre. Les volets étaient clos et aucune lueur de l'extérieur ne perçait les ténèbres qui enveloppaient le logement exigu. Dans l'obscurité, l'intrus n'était qu'une ombre à l'affût, postée juste en face du lit. Encore ensommeillé, Oppenheimer avait enlacé la taille de son épouse. Un instant plus tard, il avait senti le corps de Lisa se raidir brusquement. Elle s'était redressée sur les coudes, osant à peine respirer. Pourtant, tout était calme dehors. Aucune sirène ne retentissait dans la nuit. Aucun bombardier ne grondait dans les airs. Aucun canon anti-aérien ne tonnait dans le lointain. Ce n'était pas une alerte qui avait effrayé Lisa. Intrigué, Oppenheimer s'était retourné vers elle pour lui demander si tout allait bien. Il avait alors aperçu l'inconnu qui se tenait sur le seuil de la porte. Immobile, la silhouette indistincte respirait calmement. Une étincelle jaillit soudain dans le noir, dansa quelques secondes dans les airs et se transforma en une braise rougeoyante lorsque l'intrus prit une longue aspiration. Une odeur de tabac arriva jusqu'aux narines d'Oppenheimer. L'inconnu ne pouvait être qu'un homme de la Gestapo. Dans le passé, Oppenheimer avait suffisamment pratiqué la pègre berlinoise. Il savait qu'aucun cambrioleur normalement constitué ne s'introduirait dans une maison réservée aux Juifs pour attendre ensuite tranquillement en fumant que ses habitants se réveillent et le remarquent. Le commissaire Oppenheimer, il connaît son affaire. Durant ses années de service au sein de la Kripo, la police criminelle, ses collègues se plaisaient à répéter ce dicton. Se mettre inutilement dans la ligne de mire de la Gestapo pour quelques pièces était bien trop risqué pour un simple voleur. Car terroriser et détrousser les habitants des maisons juives était en effet le privilège des agents de la police secrète. Même si les rafles étaient devenues rares ces derniers mois, Oppenheimer en avait gardé un souvenir indélébile. Lors de ces descentes, les gestapistes avaient l'habitude de venir en grand nombre. Ils prenaient un malin plaisir à martyriser et à insulter leurs victimes. Mais aujourd'hui, l'intrus était venu seul. Et dans la plus grande discrétion. C'était mauvais signe. Lorsque les agents de la Gestapo aboyaient des ordres, on savait à quoi s'en tenir. S'ils restaient silencieux, tout était possible. Durant un instant qui parut durer une éternité, tous les trois restèrent sans bouger. Oppenheimer et sa femme dans leur lit, l'inconnu appuyé contre le chambranle de la porte. Puis, brusquement, la voix de l'homme s'éleva dans l'obscurité. « Je sais que vous êtes réveillé, Oppenheimer. Sicherheitsdienst, auriez-vous l'obligeance de vous habiller et de venir avec moi ?» C'était une question polie, mais le ton était sans équivoque. Le visiteur ne tolérerait aucun refus. Terrifié, Oppenheimer n'osa pas allumer la lampe de chevet. Il se leva et attrapa ses vêtements posés sur le dossier d'une chaise. Incapable de réfléchir, il ne se demanda même pas ce qu'un homme des services secrets pouvait bien venir faire ici. D'un pas mécanique, il se rendit dans la cuisine que sa femme et lui partageaient avec les autres habitants de la maison. Il était toujours étonné de la vitesse avec laquelle il obéissait quand il n'était plus maître de son destin et que la peur l'envahissait. Il songea brièvement à Lisa, qu'il allait laisser seule et sans protection. Elle possédait heureusement un certificat d'arianité. Sa situation ne pouvait donc que s'améliorer si on le tuait. Une fois dissous son mariage avec un juif, elle retrouverait alors tous ses droits et ne serait plus mise au banc de la société. Malgré l'angoisse qui lui tordait l'estomac, cette pensée rassura l'ancien commissaire. Dans la cage d'escalier, la lumière était allumée et Oppenheimer put observer pour la première fois le mystérieux visiteur. Contre toute attente, l'agent du SD n'avait rien d'impressionnant. Plutôt gringalet, il portait des lunettes rondes. Mais la poche bombée de son manteau laissait deviner qu'il tenait une arme à feu.
Oppenheimer constata avec surprise qu'aucun autre habitant de la maison n'était réveillé. Même les Schlesinger, qui d'ordinaire ne manquaient jamais une occasion de fureter dans les couloirs, étaient invisibles. L'agent des services secrets jeta un coup d'œil sur la valise que portait son prisonnier et fronça les sourcils. Par pur réflexe, Oppenheimer l'avait saisi en sortant de la chambre. Ses biens les plus précieux y étaient entassés, et il l'emportait toujours à la cave lors d'une alerte aérienne. À Berlin, beaucoup de gens gardaient sans cesse à portée de main une valise de ce genre. « Vous n'en aurez pas besoin », lâcha le nazi en agitant la main. Oppenheimer fit demi-tour et déposa son bagage dans la cuisine plongée dans la pénombre. Dehors, 2 soldats de la SS attendaient devant la porte de la maison, mitraillette au poing. Ils se mirent en mouvement lorsque l'agent du SD poussa Oppenheimer sur le trottoir. Des nuages voilaient le ciel nocturne. Un rayon de lune blafard jetait un reflet mat sur les casques d'acier des militaires. Oppenheimer détailla avec angoisse les uniformes gris qui marchaient devant lui en cadence et perçut le cliquetis de leurs pistolets mitrailleurs. Que pouvait-il faire? Avait-il une chance de s'échapper? Il rejeta immédiatement cette idée. Tant que l'homme des services secrets braquait une arme dans son dos, il était inutile de songer à fuir. Quelques instants plus tard, ils arrivèrent près d'une voiture garée discrètement au coin de la rue. Un des SS ouvrit la porte arrière et Oppenheimer plongea dans l'obscurité de l'habitacle. Les derniers jours avaient été anormalement calmes à Berlin, et cette nuit-là, il n'y avait aucune alerte aérienne. Pourtant, tout le monde savait que ce silence était trompeur. Les avions alliés pouvaient revenir d'un instant à l'autre. Les bombes avaient détruit de nombreux bâtiments et transformé la capitale du Reich en un monceau de ruines et de cendres. De nouveaux trous dans les rangées de maisons témoignaient des récents bombardements. Néanmoins, les Berlinois étaient habitués depuis longtemps à ces changements incessants dans le paysage de leur ville. Depuis son arrivée au pouvoir, Hitler était pris d'une frénésie de remodelage de l'espace urbain. Partout, on pouvait en voir les stigmates. Les nazis avaient nivelé les plus belles places du centre-ville pour en faire des champs de parade. Ils avaient déplacé fontaines et monuments, transportant même dans un effort herculéen l'imposante colonne de la Victoire placée devant le Reichstag jusqu'au milieu des jardins du Tiergarten. Tandis que la voiture fonçait dans la nuit, Oppenheimer tressaillit en jetant un coup d'œil par la vitre de la portière. Durant un court instant, il avait cru voir un visage terrifié qui l'observait, mais c'était la lune qui lui avait joué un tour. Ce visage aux joues creusées dont les yeux étaient enfoncés dans les orbites lui appartenait. Lorsque l'ancien commissaire se rendit compte qu'il avait eu peur de son propre reflet, il se sentit stupide. Le véhicule longea l'énorme socle de la colonne de la Victoire, puis le SS assis au volant bifurqua vers la gauche pour prendre l'axe est-ouest menant au centre-ville. Quelques minutes plus tard, ils franchirent la porte de Brandebourg. Oppenheimer n'avait aucun mal à s'orienter malgré l'obscurité. Il connaissait les moindres recoins du quartier et n'avait pas besoin de lever les yeux vers le ciel pour savoir que les ailes majestueuses de la déesse menant son quadrige planaient au-dessus d'eux.